ma fille m'a enfermé à clé au sous-sol, mais l'acte de propriété de la maison était toujours à mon nom. Si cette histoire vous a touché, donnez un pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires ce que vous avez ressenti en lisant cette incroyable histoire de trahison et de justice. Vos mots sont importants pour moi. Je m'appelle Pierre Dubois, j'ai 68 ans et j'ai travaillé toute ma vie comme maçon en Provence, dans la belle région d'Aix-en-Provence. Mon histoire commence il y a 45 ans, quand j'ai épousé Sylvie, une femme douce aux cheveux châtains et aux yeux bleus comme la Méditerranée en été. Ensemble, nous avons construit non seulement une famille, mais aussi une maison de caractère pierre par pierre, sueur après sueur, économie après économie. Je viens d'une génération qui a vécu les 30 Glorieuses, qui a vu la France se reconstruire après la guerre et devenir une puissance moderne. Enfant, je regardais encore les tracteurs dans les champs de lavande, j'entendais le mistral chanter dans les platanes de nos villages, je respirais l'odeur du thym et du romarin sauvage. Mon père travaillait comme ouvrier agricole dans les vignobles des Côtes-du-Rhône, et il m'a appris que le travail honnête était la base d'une vie digne. L'ouvrage bien fait, mon fils, me disait-il dans son accent provençal, c'est ce qui fait la différence entre un homme et un fainéant. À 16 ans, j'ai commencé mon apprentissage chez maître Fernand Olivier, un artisan maçon qui construisait les mas provençaux avec la même passion que ses ancêtres. Pendant 3 ans, j'ai appris l'art de la pierre, comment choisir les matériaux, comment monter un mur qui tiendrait 100 ans, comment créer ces voûtes magnifiques qui font le charme de notre région. Pierre, me disait maître Olivier en ajustant sa casquette de toile bleue, un bon maçon ne construit pas pour aujourd'hui, il construit pour l'éternité. Chaque pierre que tu poses, c'est un peu de ton âme que tu laisses dans le mur. Après mon service militaire en Algérie en 1976, j'ai travaillé sur de nombreux chantiers dans tout le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. C'étaient les belles années de l'expansion économique française, quand chaque famille rêvait de sa maison individuelle et que chaque maison avait besoin d'un maçon. Je construisais des villas dans les collines d'Aix, rénovais de vieilles bergeries transformées en résidences secondaires, restaurais les murs en pierre sèche des terrasses viticoles. Mon travail était reconnu dans toute la région pour sa qualité et sa durabilité. Sylvie, je l'ai rencontrée en 1978 à la fête votive de mon village, Saint-Marc-Jaumegarde. Elle travaillait alors comme institutrice à l'école primaire et rêvait de voyager, de découvrir le monde au-delà de nos collines provençales. Sa famille était originaire des Alpes d'Haute-Provence, mais comme beaucoup, elle était venue s'installer près d'Aix pour trouver du travail. Elle avait cette façon merveilleuse de voir la beauté partout, regarde les cyprès dans le coucher de soleil, me disait-elle lors de nos premières promenades. On dirait des sentinelles qui gardent la Provence depuis la nuit des temps. Notre mariage en 1979 s'est célébré dans la petite église Saint-Blaise de Saint-Marc-Jaumegarde, une chapelle romane du XIIe siècle où mes grands-parents s'étaient mariés avant moi. C'était une fête typiquement provençale, simple mais chaleureuse. La mère de Sylvie avait préparé sa fameuse daube aux olives noires, mon père avait sorti son accordéon, et tout le village était venu danser sur la place jusqu'aux premières heures du matin. En ce temps-là, on connaissait encore tous ses voisins, les fêtes des Saints-Patrons rassemblaient vraiment la communauté. Notre propriété se trouve au chemin des Gipierres, une petite route qui serpente entre les pins parasols et les chênes verts, à 10 minutes du centre d'Aix-en-Provence. Ce n'est pas un château, mais c'est notre petit paradis, 180 mètres carrés de bonheur construit de mes mains, avec une cave voûtée de 50 mètres carrés que j'ai aménagée en atelier. Là-dessous, j'avais installé mon petit royaume, mes outils, ma forge portable, mes stocks de pierres et de mortier. L'odeur de la chaux et du ciment se mélangeait toujours avec celle du pastis que je buvais le soir en admirant mon travail et avec l'arôme de la bouillabaisse que Sylvie préparait les dimanches d'été. Sylvie est morte d'un cancer il y a 12 ans, à 59 ans. Ces derniers mots, elle me les a dit dans notre chambre à l'étage, en regardant par la fenêtre les amandiers en fleurs de notre terrain. « Pierre », m'a-t-elle dit d'une voix faible en serrant ma main, « promets-moi de prendre soin de notre maison. C'est notre plus belle réussite, avec Céline. » Je lui ai promis tout, comme je lui avais promis en 40 ans de mariage. Céline était notre fille unique, née quand Sylvie avait 28 ans. Une petite brunette aux boucles dorées qui courait pieds nus dans notre jardin, chassant les lézards entre les romarins et les lavandes. Quand elle était petite, elle m'aidait dans mes travaux, elle me tendait les outils quand je réparais un mur,
tenait les planches quand je construisais des étagères dans la cave. Papa, quand je serai grande, je veux construire des maisons comme toi, me disait-elle en salissant ses petites mains dans le mortier pendant que nous plantions de nouveaux oliviers. Mais les rêves d'enfant changent, et Céline a grandi en désirant autre chose. Elle est partie à 18 ans pour étudier le commerce international à l'école de commerce de Marseille. Elle rentrait pour les vacances, de moins en moins intéressée par nos traditions rurales, de plus en plus attirée par les lumières de la grande ville. Elle a terminé ses études avec mention et a trouvé un travail dans une société d'import-export sur le Vieux-Port. Elle gagnait bien sa vie, beaucoup plus que ce que j'avais jamais vu, mais elle semblait toujours insatisfaite, toujours en quête de quelque chose de plus grand. Elle a épousé Laurent Moreau, un agent immobilier marseillais, fils d'une famille aisée du 8e arrondissement. Le mariage s'est célébré dans l'église Sainte-Anne, la même où Sylvie et moi nous étions mariés 45 ans plus tôt. Je me souviens que pendant la cérémonie, en voyant ma fille en robe blanche, j'ai ressenti une étrange mélancolie. Elle était magnifique, rayonnante, mais dans ses yeux, je percevais une dureté que je ne lui connaissais pas enfant. Après le mariage, les visites se sont raréfiées encore davantage. Céline et Laurent venaient peut-être 3 ou 4 fois par an, toujours pressés, toujours le téléphone à la main. Laurent ne cachait pas son mépris pour la vie rurale. « Pierre, m'a-t-il dit une fois alors que nous étions assis sous la tonnelle, je ne comprends pas comment on peut vivre ici. Il n'y a rien, que des pierres et du silence. » Je n'ai pas répondu, me contentant de lui servir un autre verre du rosé de Bandol que Sylvie achetait au marché d'Aix. Les problèmes ont commencé il y a 3 ans, quand Laurent a perdu gros en bourse. Ils ne me l'ont pas dit tout de suite, je l'ai découvert par hasard en surprenant une conversation téléphonique de Céline. « Je ne sais pas ce qu'on va faire, sanglotait-elle, Laurent a des dettes de jeu pour 400 000 €. La banque a déjà saisi notre appartement dans le 7e. Si on ne trouve pas d'argent rapidement, on va tout perdre. » Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai marché dans la maison vide, regardant les photos de famille accrochées au mur du couloir. Il y avait celle de Céline à 8 ans, avec ses dents manquantes et un sourire qui illuminait le monde. Il y en avait une autre du jour de sa remise de diplôme, avec Sylvie qui l'embrassait fièrement devant l'école de commerce. Et puis les photos du mariage, où nous avions tous l'air heureux, ignorant ce qui nous attendait. Le lendemain, j'ai appelé Céline. « Ma fille, lui ai-je dit, si vous avez besoin d'aide, vous savez que cette maison est aussi la vôtre. Vous pouvez venir quand vous voulez. » Il y a eu un long silence de l'autre côté. « Merci papa », a-t-elle finalement répondu, mais sa voix sonnait bizarre, distante, comme si elle préparait déjà quelque chose. Ils sont arrivés une semaine plus tard avec 2 valises et une détermination qui me semblait excessive pour une situation temporaire. Laurent m'a salué d'une poignée de main trop ferme et d'un sourire trop large. « Pierre, enfin je vais pouvoir apprécier la beauté de la vie à la campagne, » a-t-il dit, mais ses yeux regardaient déjà autour de lui, évaluant, calculant. Les premiers mois se sont bien passés. Céline aidait aux tâches ménagères, bien qu'il soit évident qu'elle avait perdu l'habitude des travaux manuels. Ses mains, autrefois habiles à malaxer l'argile avec Sylvie, étaient maintenant délicates et soignées comme celles d'une bourgeoise de la ville. Laurent passait ses journées au téléphone, prétendument à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles. Mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer des comportements étranges. Laurent menait souvent des conversations chuchotées dans le jardin, toujours loin des oreilles indiscrètes. Un soir, je l'ai entendu dire « Oui, la propriété vaut facilement 600 000 €. C'est dans une zone en développement, parfaite pour un lotissement. » Quand il a vu que je l'observais depuis la fenêtre de la cuisine, il a immédiatement raccroché et m'a souri avec gêne. Céline a commencé à poser des questions bizarres sur la maison. « Papa, tu n'as jamais pensé à vendre? Cette propriété est trop grande pour une personne seule. » Ou encore, « Tu sais que les terrains ici prennent de la valeur? Tu pourrais faire une bonne affaire. » À chaque fois, je lui répondais que cette maison était ma vie, le fruit de 40 ans de travail et de sacrifice. Quand je mourrai, lui disais-je, tout sera à toi. Mais tant que je vis, c'est chez moi. Un après-midi de novembre pluvieux, pendant que je nettoyais la cheminée du salon, j'ai entendu une conversation qui m'a glacé le sang. Céline et Laurent étaient dans la cuisine,
il croyait que j'étais sorti acheter du pain. Il ne vendra jamais volontairement, disait Laurent d'une froideur qui m'a donné des frissons. Ce vieux têtu s'accroche à sa baraque comme un naufragé à sa bouée. Mais c'est mon père, répondait Céline, bien que sa voix manque de conviction. Ton père est un obstacle à notre avenir. Les créanciers n'attendront pas éternellement. Il nous faut de l'argent, et vite. Laurent a fait une pause, puis a continué, je me suis renseigné auprès de cet avocat de Marseille. Si on peut prouver qu'il n'est plus apte à gérer ses affaires, on peut demander une mise sous tutelle. En tant que plus proche parent, on aurait alors le contrôle de son patrimoine. Mais Pierre va très bien, a protesté Céline. Pas s'il a un petit accident. Rien de mortel, tu me comprends mal. Mais quelque chose qui remettrait en question ses facultés mentales. L'assiette que j'avais dans les mains m'a échappé et s'est fracassée sur le carrelage en terre cuite. Le bruit a résonné dans toute la maison. Papa, a appelé Céline. Tout va bien? Oui, oui, ai-je répondu d'une voix tremblante, j'ai juste cassé une assiette. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'étais allongé dans le lit conjugal que j'avais partagé avec Sylvie pendant 37 ans, regardant le plafond et essayant de digérer ce que j'avais entendu. Ma propre fille, la petite fille qui courait pieds nus dans mon jardin, qui m'aidait à planter les tomates, qui m'appelait le meilleur papa du monde, planifiait maintenant de me faire déclarer inapte. Pire encore, elle parlait d'un accident qui affecterait mes facultés mentales. Les jours suivants ont été un cauchemar de paranoïa et de peur. Chaque geste de Céline et Laurent me semblait suspect. Quand Laurent a insisté pour m'aider à réparer l'escalier qui mène à la cave, je me suis demandé s'il préparait un piège. Quand Céline a commencé à préparer mon café du matin, j'ai discrètement vérifié qu'il n'avait pas un goût bizarre. Ma nervosité n'est pas passée inaperçue. Un soir, pendant que nous dînions une bouillabaisse que j'avais préparée moi-même, Laurent a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. « Pierre, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sembles nerveux ces derniers temps. » Je vais bien, ai-je menti, me concentrant sur mon assiette. Tu sais, c'est mêler Céline, à ton âge, ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée de consulter un médecin. Un bilan de santé, juste par précaution. Je suis en parfaite santé, ai-je rétorqué plus sèchement que prévu. Bien sûr, m'a rassuré Laurent avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mais la prévention vaut mieux que la guérison. Je connais un excellent neurologue à Marseille. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je suis descendu dans ma cave et j'ai cherché dans un vieux classeur les documents importants. L'acte de propriété était dans une boîte étanche que je cachais derrière mon établi. Le document était clair, Pierre Dubois, propriétaire unique. Sylvie avait toujours insisté pour qu'il en soit ainsi. Si quelque chose m'arrive, disait-elle, je ne veux pas de complications administratives. J'ai lu attentivement chaque ligne du document. Selon le droit français, en tant que propriétaire légitime et personne mentalement saine, j'avais un contrôle total. Personne, pas même ma fille, ne pouvait me forcer à vendre tant que j'étais vivant et sain d'esprit. J'ai fait des photocopies et caché les originaux dans un nouvel endroit, à l'intérieur d'une vieille radio des années 60 que je gardais dans mon atelier. Personne n'aurait l'idée de chercher là, et les documents étaient protégés de l'humidité. Le plan de Laurent et Céline s'est concrétisé plus vite que je ne m'y attendais. Un matin de décembre, pendant que je taillais les rosiers de Sylvie dans le jardin, Laurent s'est approché avec deux hommes que je n'avais jamais vus. L'un avait la quarantaine, portait un costume gris coûteux, l'autre plus jeune, probablement un assistant. « Pierre, a dit Laurent avec son faux sourire, je te présente le docteur Martin, c'est un psychologue spécialisé en gériatrie. Et voici le docteur Roussel, neurologue. » Mon sang s'est glacé. Je n'ai pas besoin de médecin. Papa, est intervenue Céline, sortant de la maison avec des yeux rouges comme si elle avait pleuré, nous nous inquiétons pour toi. Hier soir, tu as oublié d'éteindre le gaz de la cuisine. Ce matin, tu ne te souvenais plus où tu avais mis tes lunettes. Peut-être qu'il est temps de faire quelques examens. C'était entièrement faux. Je n'avais rien oublié, je n'avais perdu aucune paire de lunettes. Mais face à ces deux professionnels, mes protestations auraient l'air des dénégations d'un vieillard confus.
Monsieur Dubois, a dit le docteur Martin d'une voix mielleuse, c'est un examen de routine. Rien d'invasif, juste quelques questions, quelques petits tests. Votre fille est très inquiète pour votre bien-être. Et si je refuse? Laurent s'est rapproché, posant une main sur mon épaule avec une prise trop ferme pour être amicale. Pierre, nous ne voulons pas être obligés de prendre des mesures légales. Mais si tu continues à te comporter de façon irrationnelle, nous pourrions devoir faire appel aux services sociaux. C'était une menace voilée mais claire. J'ai accepté de subir l'examen, mais seulement pour gagner du temps et comprendre jusqu'où ils étaient prêts à aller. Les tests ont duré 2 heures. Questions sur les dates, les noms, les événements historiques. Petits exercices de mémoire, calcul simple, reconnaissance d'objets. J'ai tout répondu correctement, mais je voyais dans leurs yeux qu'ils cherchaient des prétextes, interprétant même les réponses les plus précises comme des signes de déclin mental. Monsieur Dubois, a finalement dit le docteur Martin, les résultats sont préoccupants. Vous montrez des signes initiaux de détérioration cognitive. Ce n'est rien de grave pour l'instant, mais nous recommandons une surveillance constante. Qu'est-ce que ça signifie? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Ça signifie, c'est mêler Laurent, que tu ne peux plus vivre seul. C'est dangereux pour toi et pour les autres. Céline et moi allons nous occuper de toi, naturellement. Ce soir-là, pendant que nous dînions dans un silence pesant, j'ai compris que leur plan entrait dans sa phase finale. Céline paraissait nerveuse, elle n'arrêtait pas de me regarder avec un mélange de culpabilité et de détermination. Laurent, en revanche, semblait détendu, comme un prédateur qui a finalement acculé sa proie. « Papa, a finalement dit Céline, brisant le silence, nous avons pensé qu'il serait peut-être mieux que tu t'installes dans la chambre du rez-de-chaussée. Celle qu'on utilisait comme bureau. Les escaliers deviennent dangereux pour toi. Je dors dans la chambre à l'étage depuis 40 ans, ai-je répondu fermement. Mais la chambre est au premier étage, a insisté Laurent. Si tu tombes dans les escaliers la nuit. Je ne tomberai pas. Papa, s'il te plaît, Céline a haussé la voix, montrant pour la première fois une vraie exaspération. Sois raisonnable. Nous essayons seulement de te protéger. Je suis allé me coucher ce soir-là en sachant que c'était la dernière nuit dans la chambre que j'avais partagée avec Sylvie. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, écoutant les chuchotements qui provenaient du rez-de-chaussée. Je n'arrivais pas à distinguer les mots, mais le ton était urgent, agité. Le lendemain matin, Laurent était déjà au téléphone quand je suis descendu prendre le petit déjeuner. Oui, disait-il, les médecins confirment la détérioration. Nous avons la documentation médicale nécessaire. Quand pouvons-nous procéder? J'ai versé mon café en silence, faisant semblant de ne pas avoir entendu. Laurent a raccroché et m'a souri. Bonjour Pierre. Bien dormi? Comme toujours. Bien. Aujourd'hui, je vais aider Céline à préparer la chambre du rez-de-chaussée pour toi. Ce sera beaucoup plus confortable et sûr. Je suis sorti de la maison sous prétexte d'aller acheter du pain au village. À la place, j'ai conduit jusqu'à Aix-en-Provence et j'ai demandé un rendez-vous chez un notaire. Maître Girard m'a reçu dans l'après-midi. C'était un homme dans la soixantaine, avec une barbe grise bien entretenue et des yeux intelligents. Maître Girard, lui ai-je dit, j'ai besoin de vérifier certains aspects légaux concernant ma propriété. Je lui ai expliqué la situation sans entrer trop dans les détails familiaux. Je voulais juste être sûr de mes droits en tant que propriétaire. Monsieur Dubois, m'a-t-il dit après avoir examiné les documents, tant que vous êtes mentalement capable et propriétaire légal, personne ne peut vous forcer à vendre ou transférer la propriété. Pas même votre fille, bien qu'elle soit votre seule héritière. Et si quelqu'un essayait de prouver que je ne suis pas mentalement capable? Il faudrait le prouver devant un tribunal, avec des expertises médicales indépendantes et des évaluations multiples. Ce n'est pas un processus simple ni rapide. Et si quelqu'un essayait de me retenir contre ma volonté dans ma propre maison? Le notaire m'a regardé avec inquiétude. Ce serait de la séquestration, un crime grave. Avez-vous des raisons de craindre quelque chose de ce genre? C'est juste une question hypothétique, ai-je menti? Il m'a donné sa carte de visite.
Monsieur Dubois, si vous devez avoir besoin d'assistance légale, n'hésitez pas à m'appeler. Et rappelez-vous, tant que vous êtes lucide et propriétaire, la maison est à vous. Personne ne peut vous enlever ce droit. Je suis rentré chez moi au coucher du soleil, le cœur lourd mais l'esprit plus clair. Je savais que la tempête approchait, mais au moins maintenant je connaissais mes armes légales. La maison était étrangement silencieuse quand je suis entré. D'habitude, Céline regardait la télévision au salon à cette heure-là, et Laurent lisait des journaux financiers sur la terrasse. À la place, j'ai trouvé seulement un mot sur la table de la cuisine: « Papa, nous sommes allés faire des courses. » De retour pour le dîner. Céline. Je suis monté au premier étage pour prendre quelques affaires dans la chambre. Je voulais cacher des documents importants et un peu d'argent liquide dans des endroits que moi seul connaissais. Mais arrivé en haut de l'escalier, j'ai trouvé la porte de ma chambre fermée à clé. J'ai essayé la poignée plusieurs fois, incrédule. La porte ne s'ouvrait pas. J'ai regardé par le trou de la serrure mais je n'arrivais à rien voir. J'ai essayé les autres portes du premier étage, salle de bain, débarras, chambre d'amis où dormaient Laurent et Céline. Tout fermé à clé. Une réalisation glaciale m'a traversé l'échine. Ils avaient commencé. Le plan était en marche. Je suis redescendu en courant au rez-de-chaussée, vérifiant chaque pièce. Le bureau, le salon, la cuisine, tout accessible. Mais quand j'ai essayé d'ouvrir la porte d'entrée, j'ai découvert qu'elle aussi était bloquée. Pas seulement fermée à clé, mais bloquée par quelque chose de lourd de l'extérieur. J'entendais le bruit de chaînes qui tintaient quand je poussais. Les fenêtres du rez-de-chaussée avaient toutes des volets blindés que Laurent avait insisté pour installer pour la sécurité quelques semaines plus tôt. Maintenant je comprenais la vraie raison. Ils étaient fermés de l'extérieur avec des cadenas. J'étais prisonnier dans ma propre maison. La panique a commencé à prendre le dessus. Je courais d'une pièce à l'autre comme un animal en cage, cherchant désespérément une issue. Le téléphone fixe avait disparu. J'ai cherché mon portable mais je n'arrivais à le trouver nulle part. Probablement Laurent l'avait-il pris pendant que j'étais sorti. C'est alors que j'ai entendu des voix venant de l'extérieur. Je me suis approché de la fenêtre de la cuisine et j'ai réussi à espionner à travers une fente des volets. Laurent parlait au téléphone, marchant de long en large dans l'allée. « Oui, c'est fait, » disait-il. « Le vieux est dedans, il ne peut pas sortir. Les fenêtres et les portes sont toutes scellées. » Il a fait une pause, écoutant. « Non, non, nous ne lui ferons pas de mal physique. C'est plus subtil que ça. Nous le gardons ici dedans jusqu'à ce qu'il accepte de signer le transfert de propriété. » Une autre pause, puis, il a de la nourriture pour quelques jours, l'eau courante, l'électricité. Ce n'est pas de la torture, c'est juste, de la persuasion. Quand il se rendra compte qu'il n'a pas le choix, il signera. Céline est apparue dans mon champ de vision, marchant nerveusement à côté de Laurent. Je n'arrivais pas à entendre ce qu'elle disait, mais son langage corporel montrait de l'agitation, peut-être des remords. Laurent a raccroché et s'est approché de la fenêtre derrière laquelle j'étais caché. « Pierre » a-t-il appelé d'une voix forte, « j'espère que tu comprends la situation. Nous ne voulons pas te faire de mal. Nous voulons juste ce qui est le mieux pour tout le monde. » Je n'ai pas répondu, espérant qu'il pense que je n'étais pas dans la cuisine. « Nous savons que tu es là » a-t-il continué. « Écoute, c'est simple. Tu dois juste signer quelques documents qui transfèrent la propriété de la maison à Céline. C'est quelque chose que tu devras faire tôt ou tard, quand tu mourras. Nous ne faisons qu'accélérer le processus. » Sa voix était calme, raisonnable, comme s'il expliquait une transaction commerciale normale. « Nous avons mis un peu plus de nourriture dans le frigo » a-t-il ajouté. « Du pain, du fromage, de la charcuterie. Et il y a l'eau courante. Tu peux être confortable pendant que tu réfléchis à notre proposition. » J'ai entendu leurs pas s'éloigner. Une voiture a démarré et s'est éloignée dans l'allée. Apparemment, ils avaient quitté la maison pour quelques heures, probablement pour me laisser réfléchir dans ma prison. Je me suis assis sur le canapé du salon, accablé par l'incrédulité et la tristesse. La petite fille qui courait pieds nus dans mon jardin, qui m'aidait à planter les tomates,
qui m'appelait le meilleur papa du monde, me tenait maintenant prisonnier dans la maison que j'avais construite de mes mains. Mais après le premier choc, mon esprit a commencé à fonctionner. Ils avaient fait une erreur cruciale, ils m'avaient sous-estimé. Ils pensaient que j'étais juste un vieux maçon simple, facile à manipuler. Ils ne savaient pas qu'en 68 ans de vie, j'avais appris à être débrouillard, à résoudre des problèmes, à ne jamais abandonner. D'abord, j'ai fait l'inventaire de la situation. Ils avaient raison sur la nourriture, le frigo était plein, le garde-manger bien approvisionné. L'eau courante fonctionnait, l'électricité aussi. De leur point de vue, ils ne me maltraitaient pas, ils me persuadaient simplement. Mais ils avaient fait une erreur fatale, ils avaient fermé toutes les issues du rez-de-chaussée, mais ils avaient oublié la cave. La porte qui menait à la cave était dans la cuisine, cachée derrière un placard que Sylvie utilisait pour ranger les conserves. Laurent et Céline n'avaient probablement même pas pensé à son existence. J'ai déplacé le placard et ouvert la vieille porte en bois. L'escalier qui descendait à la cave grinçait sous mes pieds. Ça faisait des mois que je n'étais pas descendu là-dessous. L'odeur d'humidité et de moisi m'a rempli les narines. J'ai allumé l'ampoule nue qui pendait du plafond et j'ai regardé autour de moi. La cave s'étendait sous toute la maison, avec des plafonds bas et des murs en pierre. Elle était pleine d'objets accumulés au fil des années, vieux meubles, cartons de Noël, outils de jardin, bocaux de conserve de Sylvie. Mais ce qui m'intéressait était dans le coin le plus éloigné, un vieux puits qui avait été scellé quand nous avions fait installer l'eau courante dans les années 80. Le puits ne menait pas à la nappe phréatique, mais à une citerne souterraine que les anciens propriétaires utilisaient pour collecter l'eau de pluie. Et je savais que cette citerne était reliée à un système de drainage qui sortait au-delà des limites de ma propriété, dans un champ de mon voisin, Alain Bertrand. Alain et moi étions amis depuis 30 ans. Il avait mon âge, avait travaillé avec moi sur différents chantiers avant que nous prenions tous les deux notre retraite. Si j'arrivais à le rejoindre, il m'aiderait sans poser de questions. Mais avant d'essayer de m'échapper, je devais rassembler des preuves de ce que Laurent et Céline faisaient. J'avais besoin de documentation prouvant leur plan et ma séquestration. Je suis remonté dans la cuisine et j'ai commencé à chercher. Dans le tiroir du bureau de Laurent, j'ai trouvé des documents qui m'ont glacé le sang. Il y avait une procuration déjà remplie qui transférait tous mes biens à Céline pour incapacité mentale du propriétaire. Il y avait aussi des copies des fausses évaluations médicales des 2 docteurs que Laurent avait amenées à la maison. Mais le document le plus choquant était un email imprimé. Il était de Laurent, envoyé à quelqu'un nommé Philippe, le vieux et plus têtu qu'on pensait. Mais il ne peut pas résister longtemps. Une semaine d'isolement et il signera tout ce qu'on veut. Si ça ne marche pas, on utilisera le plan B, un petit accident qui le rendra vraiment incapable. Rien de mortel, juste quelque chose qui compromette ses facultés mentales. Mes mains tremblaient en lisant. Non seulement ils voulaient me voler ma maison, mais ils étaient prêts à me faire du vrai mal physique pour y arriver. Laurent avait transformé ma fille en complice de ce qui pourrait être considéré comme une tentative d'homicide. J'ai pris des photos de tous les documents avec un vieux appareil photo numérique que je gardais dans un tiroir. Ce n'était pas la meilleure qualité, mais les images étaient lisibles. J'ai caché les photos dans un endroit sûr et remis tous les documents où je les avais trouvés. Il faisait presque nuit quand j'ai entendu la voiture revenir dans l'allée. Des voix familières se sont approchées de la maison. « Comment tu penses qu'il réagit ?» J'ai entendu Céline demander. Il est probablement en colère, mais il va commencer à rationaliser. C'est un survivant, un pragmatique. Quand il comprendra qu'il n'a pas d'alternative, il coopérera. Ils se sont arrêtés devant la fenêtre de la cuisine. Pierre a appelé Laurent, comment ça va là-dedans? As-tu eu le temps de réfléchir à notre proposition? J'ai décidé de jouer leur jeu pour le moment. Je suis là, ai-je répondu d'une voix fatiguée. Bien, bien. Écoute, nous avons préparé quelques documents. Rien de compliqué, juste un transfert de propriété. Céline est ta fille, au final la maison serait la sienne de toute façon. Nous rendons juste tout plus simple. Et si je signe, vous me laissez sortir? Naturellement. C'est chez toi, enfin, c'était chez toi. Tu continueras à y vivre, évidemment.
Céline ne te jetterait jamais dehors. Mais légalement, ce sera plus simple pour tout le monde si la propriété est au nom de Céline. Je dois y réfléchir. Bien sûr, bien sûr. Prends tout le temps qu'il te faut. Mais Pierre, pas trop de temps. Plus on attend, plus la situation devient compliquée pour tout le monde. Ils sont repartis, probablement pour passer la nuit quelque part au village. C'était le moment d'agir. Je suis retourné à la cave avec une lampe torche et quelques outils. Le couvercle du vieux puits était lourd, mais avec un levier j'ai réussi à le déplacer assez pour créer une ouverture. L'odeur d'humidité et de terre mouillée est montée d'en bas. J'ai attaché une corde à un crochet du plafond et je suis descendu lentement dans la citerne. L'eau m'arrivait aux genoux, froide et boueuse. Mais je pouvais voir la lumière de la lune filtrer à travers le conduit de drainage qui menait vers le champ d'Alain. Le tunnel était étroit et inconfortable, mais après 40 ans de travail sur des chantiers, j'étais habitué aux espaces restreints. J'ai rampé sur ce qui m'a semblé des kilomètres, me poussant avec les coudes et les genoux à travers le tuyau en béton. Finalement, j'ai vu une lumière plus intense devant moi. Le tunnel se terminait dans un fossé de drainage dans le champ d'Alain, caché entre des roseaux et des ronces. J'ai émergé comme une créature des marais, couvert de boue de la tête aux pieds, mais libre. La maison d'Alain était à 200 mètres. J'ai marché à travers le champ labouré, faisant attention à ne pas être vu de la route. Il était 10 heures du soir quand j'ai finalement frappé à sa porte. « Bon Dieu, Pierre !» s'est-il exclamé en me voyant. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait que tu es tombé dans un puits. » C'est une longue histoire, Alain. Je peux entrer? Il m'a installé dans sa cuisine et m'a préparé un café fort pendant que je prenais une douche et enfilais quelques-uns de ses vêtements. Puis je lui ai tout raconté, Laurent, les dettes, le faux examen médical, la séquestration, les documents que j'avais trouvés. Alain m'a écouté en silence, son visage devenant de plus en plus dur. Quand j'ai fini, il s'est levé et a secoué la tête. « Pierre, c'est criminel. Ils ne peuvent pas te garder prisonnier dans ta maison. C'est de la séquestration. Je sais. Mais j'ai besoin de ton aide. Je dois rentrer là-dedans sans qu'ils s'en aperçoivent. Et j'ai besoin de plus de preuves avant d'appeler la police. Pourquoi veux-tu y retourner? Tu es libre maintenant. Parce que si je disparais, ils inventeront une histoire quelconque. Ils diront que je me suis enfui, que j'ai eu une crise mentale, que je suis dangereux pour moi-même. Avec ces fausses évaluations médicales, ils pourraient convaincre les autorités que je suis vraiment incapable. Non, je dois jouer leur jeu encore un moment. Alain y a réfléchi. De quoi as-tu besoin que je fasse? Prête-moi ton téléphone pour appeler le notaire. Et demain matin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de très important pour moi. J'ai appelé Maître Girard et je lui ai expliqué la situation. Il était choqué mais pas surpris. Monsieur Dubois, des cas comme celui-ci deviennent de plus en plus fréquents. Des familles qui essaient de forcer des parents âgés à céder des propriétés. C'est une forme moderne de chantage familial. Je lui ai demandé s'il pouvait venir le lendemain avec une caméra et quelques témoins. Je veux documenter tout ce qui se passe. Si Laurent et Céline pensent qu'ils m'ont piégé, ils vont avoir une mauvaise surprise. Je serai là à 2 heures de l'après-midi avec mon assistant et un détective privé qui travaille avec notre étude. Nous enregistrerons tout. Avant de retourner chez moi, Alain m'a donné un vieux portable qu'il n'utilisait plus. Garde le cachet. Et Pierre, si les choses tournent mal, appelle-moi tout de suite. Peu importe l'heure. Le voyage de retour à travers le tunnel était encore plus difficile, parce que maintenant je devais remonter et aller à contre-courant. Mais j'ai réussi à revenir dans la cave sans être découvert. J'ai caché les vêtements sales et le portable, puis je suis monté dans la cuisine comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin, Laurent et Céline sont revenus avec de nouveaux documents et une attitude plus agressive. « Pierre, » a dit Laurent sans préambule, « il est temps d'arrêter de jouer. Tu as eu la nuit pour y réfléchir. Soit tu signes volontairement, soit nous serons obligés de prendre des mesures plus drastiques. » Quel genre de mesures? Ai-je demandé, feignant la peur.
Nous avons parlé à un juge ami de la famille. Avec les évaluations médicales que nous avons, nous pouvons obtenir une ordonnance de tutelle temporaire. Céline deviendra ta tutrice légale, avec un contrôle total sur tes biens. C'était un mensonge, je le savais. Le processus légal pour obtenir une tutelle était beaucoup plus compliqué. Mais Laurent espérait probablement que ma peur de l'autorité judiciaire me convaincrait de capituler. Et si je signe maintenant? Tout redevient normal. Tu continues à vivre ici comme toujours. La seule différence, c'est que la maison sera au nom de Céline. Je peux voir les documents? Laurent a souri, pensant qu'il avait gagné. Il a sorti un dossier plein de papiers. Contrat de donation, procuration, décharge médicale, même un Nouveau Testament qui laissait tout à Céline. J'ai fait semblant de lire attentivement, gagnant du temps. C'est très compliqué, ai-je finalement dit. Je ne comprends pas tous ces termes légaux. C'est normal, a dit Céline, parlant pour la première fois. Sa voix tremblait légèrement. Laurent va tout expliquer. Peut-être qu'il vaudrait mieux que quelqu'un vienne ici pour m'expliquer. Un notaire, un avocat. Je veux être sûr de comprendre ce que je signe. Laurent et Céline ont échangé un regard nerveux. Pierre, a dit Laurent lentement, tu ne penses pas qu'il vaut mieux garder cette affaire entre nous? Les notaires posent des questions, veulent voir des documents, parler avec des témoins. Mais je veux comprendre. Écoute, Laurent s'est rapproché, son ton devenant plus menaçant, on peut faire ça de façon facile ou difficile. De façon facile, tu signes maintenant et tout est fini. De façon difficile, eh bien, nous avons déjà prouvé qu'on peut te garder ici dedans jusqu'à ce que tu changes d'avis. Exactement la menace que j'attendais. Le portable d'Alain dans ma poche enregistrait tout. Tu me menaces? J'explique juste la réalité. Tu es ici, nous contrôlons comment tu sors d'ici. C'est simple. Et si je crie à l'aide? Les voisins les plus proches sont à un demi-kilomètre. Et même s'ils entendaient, qui croiraient-ils? Deux personnes inquiètes pour un père âgé qui a perdu la raison, ou un vieil homme qui raconte des histoires folles? C'était parfait. Il confessait tout. Je dois aller aux toilettes, ai-je dit, me levant de la table de la cuisine. Vas-y. Mais ne prends pas trop de temps. Quand tu reviendras, je veux une décision définitive. Je suis allé aux toilettes et j'ai envoyé un SMS à Alain, commence maintenant. Dans 1 heure exactement. Je suis retourné dans la cuisine et me suis rassis. J'ai décidé, ai-je dit. Laurent a souri triomphalement. Bien. Quelle décision? Que je ne signerai jamais rien. C'est ma maison, je l'ai construite de mes mains. Je ne permettrai à personne de me la voler, même pas à ma fille. Le sourire a disparu du visage de Laurent. Céline a pâli. Pierre, a dit Laurent d'une voix dangereusement calme, je crois que tu ne comprends pas la gravité de la situation. Je comprends parfaitement. Vous deux avez des dettes de jeu, vous avez tout perdu, et maintenant vous essayez de voler ma maison pour sauver vos peaux. Mais ça n'arrivera pas. Laurent s'est levé brusquement, renversant la chaise. Ça suffit. Nous avons essayé d'être gentils, mais apparemment avec toi il ne faut que la force. Il s'est approché de moi d'un air menaçant. Tu signeras ces documents, vieux salaud, même si je dois te casser les doigts un par un. Laurent, non. A crié Céline, mais sa protestation sonnait faible, sans conviction. Ta fille sait exactement ce qu'on fait, ai-je dit, regardant Céline droit dans les yeux. Elle est complice, pas victime. Je ne voulais pas que ça arrive à ça, a bégayé Céline. Alors arrête-le. Dis-moi que tu es désolé, dis-moi que tu as fait une erreur, et peut-être qu'on pourra encore sauver quelque chose de notre relation. Pendant un moment, j'ai vu un éclat de la petite fille qu'elle avait été. Ses yeux se sont remplis de larmes, sa bouche tremblait. Mais puis elle a regardé Laurent, a vu la colère sur son visage, et son expression s'est durcie à nouveau. « Je suis désolé papa », a-t-elle dit dans un murmure. Mais nous n'avons pas le choix. C'est alors qu'on a entendu frapper à la porte principale. 3 coups secs, autoritaires. Laurent s'est figé.
Qui est-ce que ça peut être, putain? D'autres coups, plus forts cette fois. Monsieur Dubois? A appelé une voix de l'extérieur. Je suis maître Girard, notaire. Vous avez rendez-vous avec moi. La panique a traversé le visage de Laurent comme un éclair. Il a regardé frénétiquement autour de la pièce, cherchant une solution. Comment a-t-il su que tu étais ici? J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Parce que je l'ai appelé imbécile. Impossible. Tu n'as pas de téléphone. Monsieur Dubois, a continué la voix de l'extérieur, j'ai un détective privé avec moi et nous filmons tout. Si vous n'ouvrez pas la porte dans les 60 prochaines secondes, nous appelons la police. Laurent a couru à la fenêtre et a espionné à travers les volets. Ce qu'il a vu a dû le terroriser, parce qu'il est devenu blanc comme un linge. Merde, 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 répétait-il sans cesse. Qu'est-ce qu'on fait? Ouvrez la porte, ai-je dit calmement. Le jeu est fini. Non. Laurent s'est tourné vers moi avec des yeux fous. Tu restes dans la cave jusqu'à ce qu'il parte. Céline dira que tu es parti te promener, que tu reviens ce soir. Et qu'est-ce qui se passe quand ils reviendront demain? Et après-demain? Combien de temps pensez-vous pouvoir maintenir cette mascarade? Le temps qu'il faut. Laurent a saisi mon bras et a commencé à me traîner vers la porte de la cave. Céline, tu parles au notaire. Dis-lui que ton père n'est pas là. Mais c'était trop tard. La porte principale s'est ouverte avec un grand fracas. Alain était entré avec un pied de biche, suivi par maître Girard, son assistant, et un homme avec une caméra professionnelle. « Pierre !» a crié Alain quand il m'a vu. « Tu vas bien? » « Maintenant oui, ai-je répondu, me libérant de la prise de Laurent. Maître Girard a regardé la scène, les volets fermés, les chaînes encore visibles sur la porte, les documents éparpillés sur la table. « Monsieur Dubois, pouvez-vous confirmer que vous avez été retenu prisonnier dans cette maison contre votre volonté? » Oui. Depuis 2 jours. Ma fille et son mari voulaient me forcer à signer des documents qui transféraient la propriété de la maison à leur nom. La caméra filmait tout. Laurent regardait l'objectif comme un cerf pris dans les phares. C'est un malentendu, a-t-il bégayé. Nous faisions seulement. Pierre a des problèmes mentaux, nous essayons de le protéger. J'ai ici les faux documents médicaux que vous avez produits, ai-je dit, sortant les papiers que j'avais trouvés. Et j'ai enregistré vos menaces de ce matin. J'ai sorti le portable d'Alain et j'ai fait jouer l'enregistrement. La voix de Laurent a rempli la pièce, on peut faire ça de façon facile ou difficile, nous avons déjà prouvé qu'on peut te garder ici dedans jusqu'à ce que tu changes d'avis. Céline s'est effondrée en pleurant, s'écroulant sur une chaise. Papa, je suis désolé, je suis tellement désolé. Monsieur Dubois, a dit le notaire, voulez-vous porter plainte pour séquestration? J'ai regardé ma fille, qui sanglotait le visage dans les mains. J'ai regardé Laurent, qui ressemblait à un animal pris au piège. J'ai pensé à Sylvie, à ce qu'elle aurait voulu que je fasse. Je veux qu'ils partent de ma maison. Immédiatement. Et je ne veux plus jamais les revoir. Pierre, a supplié Céline, je suis ta fille. Tu ne peux pas. Tu n'es plus ma fille, ai-je répondu d'une voix ferme. Ma fille est morte le jour où tu as décidé de trahir la confiance de ton père. Le notaire a tout noté. Monsieur Dubois, la vidéo et les enregistrements sont des preuves suffisantes pour une action légale. Même si vous décidez de ne pas porter plainte pour séquestration, nous pouvons nous assurer que ces 2 personnes ne s'approchent plus de votre propriété. Laurent et Céline ont fait leur bagage en silence. Avant de partir, Céline s'est approchée de moi une dernière fois. Papa, tout ce que je voulais, c'était sauver mon mariage. Les dettes, la honte, je ne savais plus quoi faire. Tu aurais pu me demander de l'aide. Au lieu de ça, tu as choisi de me trahir. Mais tu n'aurais jamais donné la maison. Tu as raison. Mais j'aurais trouvé un autre moyen de t'aider. Cette maison était pour toi et ta mère. Je ne l'aurais jamais donnée à des étrangers, mais je l'aurais partagée avec toi si tu me l'avais demandé honnêtement. Céline a pleuré plus fort. Il n'est pas trop tard? On ne peut pas recommencer?
Je l'ai regardée longtemps. J'ai vu la petite fille qu'elle avait été, mais j'ai aussi vu la femme qu'elle était devenue. Quelqu'un qui avait choisi la voie facile au lieu de la voie juste. Je ne sais pas, Céline. Il faut que j'y réfléchisse. Mais pour l'instant, je veux que tu partes. Ils sont partis ce soir-là, emportant seulement ce qu'ils avaient pu mettre dans des valises. Laurent ne m'a pas adressé un mot, mais ses yeux promettaient la vengeance. Céline a continué à se retourner jusqu'au dernier moment, comme si elle espérait que je change d'avis. Dans les jours qui ont suivi, le notaire m'a aidé à changer toutes les serrures et à installer un système de sécurité. Alain et d'autres voisins se sont proposés pour surveiller la maison quand je ne serai pas là. La nouvelle de ce qui s'était passé s'est rapidement répandue dans le village, et les gens ont commencé à me traiter avec un mélange de respect et de pitié. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de la police. Laurent avait été arrêté pour escroquerie en relation avec ses dettes de jeu. Il avait falsifié des documents bancaires pour obtenir des prêts. Céline n'était pas impliquée dans ces crimes, mais sa réputation était ruinée. Un mois plus tard, pendant que je taillais les rosiers de Sylvie dans le jardin, j'ai vu une voiture s'arrêter dans l'allée. Céline en est descendue, seule. Elle avait maigri, semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques semaines. Elle a marché lentement vers moi, s'arrêtant à quelques mètres. « Salut papa. »« Salut Céline. »« Laurent est en prison. Il y restera probablement 3 ans. »« Je suis désolé. »« Non, tu n'es pas désolé. Et tu as raison de ne pas l'être. C'était un salaud et j'étais trop lâche pour l'admettre. » Je n'ai rien dit, continuant à tailler les roses. J'ai trouvé du travail à Aix. Dans une petite banque, ce n'est pas grand-chose, mais c'est honnête. J'essaie de rembourser les dettes petit à petit. Bien. Papa, je peux te demander quelque chose? Je me suis tourné pour la regarder. Quoi? Peux-tu jamais me pardonner? La question que je savais qui viendrait. J'y avais pensé chaque soir pendant un mois. Céline, ce que tu as fait était impardonnable. Tu n'as pas seulement trahi moi, mais aussi la mémoire de ta mère. Tu as craché sur tout ce que nous t'avions enseigné sur les valeurs familiales et l'honnêteté. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais, ai-je continué, tu es encore ma fille. Le sang ne peut pas changer. Si tu veux vraiment recommencer, si tu veux vraiment prouver que tu as changé, peut-être qu'avec le temps, nous pourrons essayer de reconstruire quelque chose. Vraiment? Ce ne sera jamais comme avant. La confiance, une fois brisée, est difficile à réparer. Mais on peut essayer de construire quelque chose de nouveau. Céline s'est approchée lentement, comme si elle avait peur que je m'enfuie. Je peux t'aider avec les roses? Je lui ai donné un sécateur. Attention aux épines. Nous avons travaillé ensemble en silence pendant 1 heure. Ses mains étaient encore délicates, pas habituées au travail manuel, mais elles s'appliquaient. De temps en temps, elle me regardait du coin de l'œil, comme si elle n'arrivait toujours pas à croire que je l'acceptais de nouveau. Quand le soleil a commencé à se coucher, elle a posé le sécateur et s'est essuyé les mains sur son jean. Papa. Oui? Merci. De me donner une seconde chance. Ne me remercie pas encore. Tu dois la mériter, cette seconde chance. Je sais. Et je le ferai. Elle est partie ce soir-là, mais elle est revenue le week-end suivant. Et celui d'après. Lentement, très lentement, nous avons commencé à reconstruire quelque chose qui ressemblait à une relation père-fille. Ce n'est jamais redevenu comme avant. Ça ne peut pas l'être. Mais peut-être que ce que nous avons maintenant est meilleur dans un sens. C'est basé sur la vérité plutôt que sur des attentes non dites. C'est basé sur des choix conscients plutôt que sur des obligations familiales. Laurent n'est jamais revenu. J'ai entendu dire qu'après la prison, il s'est installé dans le nord de la France, essayant de recommencer à zéro. Ça m'est égal. C'était un cancer dans la vie de ma fille, et je suis content qu'il ait disparu. La maison est toujours à moi. L'acte de propriété est dans le coffre-fort, et j'ai écrit un testament clair qui laisse tout à Céline, mais seulement si elle prouve pendant au moins 5 ans qu'elle a changé de vie. C'est une clause que le notaire a suggérée pour la protéger de futures tentations.
Il y a quelques mois, Céline a commencé à amener un homme à nos dîners du dimanche. Il s'appelle Marc, c'est instituteur à Aix-en-Provence. Il est gentil, honnête, et surtout respecte le travail manuel. Il m'a aidé à réparer le toit du garage et ne s'est pas plaint quand il s'est sali. Il est différent de Laurent, m'a dit Céline un soir pendant qu'on faisait la vaisselle ensemble. Différent comment? Il s'intéresse à qui je suis vraiment, pas à ce que je peux lui donner. Quand je lui ai raconté ce que je t'avais fait, il n'a pas essayé de me justifier. Il m'a dit que je devais réparer, et qu'il m'aiderait à le faire. Marc connaît toute l'histoire. Il sait la trahison, la séquestration, la lente réconciliation. Et il ne nous juge aucun de nous pour ce qui s'est passé. Les familles sont compliquées, m'a-t-il dit une fois. L'important, c'est comment on apprend de ses erreurs. Je vieillis. Mes 68 ans se font sentir chaque matin quand je sors du lit. Les genoux craquent, le dos fait mal après une journée dans le jardin. Mais je suis heureux. La maison est encore à moi, elle est encore pleine de souvenirs de Sylvie, elle est encore le fruit de ma vie de sacrifice. Et la plus belle partie, c'est que maintenant, quand Céline vient me voir, elle m'aide vraiment. Pas parce qu'elle doit, pas parce qu'elle veut quelque chose, mais parce qu'elle a choisi de le faire. Nous cultivons de nouvelles tomates dans le jardin de Sylvie. Nous plantons de nouveaux arbres fruitiers. Nous construisons quelque chose ensemble, exactement comme nous le faisions quand elle était petite. L'autre jour, elle m'a demandé, « Papa, est-ce que tu me fais confiance de nouveau? » J'apprends, lui ai-je répondu honnêtement. La confiance, c'est comme une plante. Il ne suffit pas de planter la graine, il faut l'arroser chaque jour. Elle a souri. Alors je continuerai à arroser. Et c'est ce que nous faisons tous les deux. Jour après jour, choix après choix, nous cultivons une nouvelle version de notre relation. Ce n'est pas la même qu'avant, ça ne peut pas l'être, mais c'est réel, c'est honnête, c'est construit sur des fondations plus solides. Sylvie, si tu peux me voir du paradis, j'espère que tu es fière. J'ai protégé la maison que nous avons construite ensemble. J'ai protégé notre héritage. Et peut-être, juste peut-être, j'ai aussi sauvé notre fille. La justice ne vient pas toujours par les tribunaux ou la vengeance. Parfois, elle vient par la vérité, le pardon mérité, et la patience de cultiver quelque chose de nouveau à partir des ruines de ce qui a été détruit. Chaque soir, quand je ferme la porte de ma maison, je sais que c'est vraiment chez moi. Je l'ai défendue, je l'ai gardée, et un jour je la transmettrai à ma fille, mais seulement quand elle sera vraiment prête à la recevoir. Si cette histoire vous a ému, donnez un pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne et racontez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette incroyable histoire de trahison familiale et de rédemption. Vos opinions sont précieuses. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vidéo suggérée.